Sors de ma vue. Arrête de faire le clown, a crié ma femme tandis que son patron me giflait pour avoir interrompu sa danse avec elle. Ses collègues sont restés là, un sourire narquois, tandis que son patron m'accusait d'avoir gâché la fête annuelle de son entreprise. Mais quand les ambulanciers ont vu que mes oreilles saignaient, elle a immédiatement appelé la police. L'IRM révélerait, écoute, je vais être franc avec toi d'emblée. Je m'appelle Mitchell Grave. J'ai 34 ans. Et jusqu'à récemment, j'étais le genre de gars qui croyait encore au bonheur éternel, comme une sorte de princesse Disney adulte. Oui, je sais ce que ça peut paraître. Crois-moi, je suis aussi horrifié que toi en ce moment. Mais voilà le truc avec les romantiques invétérés en Amérique, c'est comme être végétalien à un concours de barbecue. Tout le monde pense que tu es fou ou que tu mens. Et au fond de toi, tu commences à te demander s'ils n'ont pas raison. Alors, imagine-toi. J'étais là, à vivre ce que je croyais être le rêve américain. Tu sais de quoi je parle. Rencontrer une fille, tomber éperdument amoureux, bosser comme un dingue pour soutenir ses rêves, et partir ensemble vers le soleil couchant. Sauf que ma version impliquait beaucoup plus d'huile de moteur sous mes ongles et beaucoup moins de balade au coucher du soleil. Mais bon, l'amour fait faire des bêtises, non? Et puis, mon vieux, est-ce que j'en avais? Sur le point de découvrir à quel point c'était stupide. Ma femme Clarissa, et oui, même son nom sonne comme si elle appartenait à un club de campagne chic, rêvait de devenir une avocate de renom. Pas n'importe quelle avocate, remarquez, mais le genre qui porte des costumes de créateurs et organise des déjeuners-rencontres qui coûtent plus cher que les mensualités de la voiture de la plupart des gens. Quand elle m'a dit qu'elle voulait faire du droit, j'étais partant. Bon sang, je l'ai tellement soutenu que j'aurais pu être un soutien-gorge de sport. Vas-y, ma belle, lui ai-je dit en bombant le torse comme une sorte de Superman ouvrier. Je m'occuperai de tout le reste. Et bon sang, j'ai vraiment géré tout le reste. Pendant qu'elle était plongée dans ses livres, à étudier le droit des contrats et le droit constitutionnel, je faisais des doubles journées chez Murphy, me salissant les mains plus que la conscience d'un politicien. Les semaines de 60 heures sont devenues ma nouvelle norme. Les week-ends. Quel week-end? C'était pour les vidanges et les petits boulots payés à temps et demi. J'ai dit adieu à toutes les vacances dont on avait parlé. Hawaï? Non. Cet argent est parti. Manuel scolaire. Le Grand Canyon? Plutôt le trou de la taille du Grand Canyon dans notre compte épargne à cause de ses frais de scolarité. Mais vous savez quoi? Ça ne me dérangeait pas. Pas le moins du monde. Parce que chaque fois que je rentrais à la maison en sentant le liquide de frein et le WD-40, Clarissa levait les yeux de ses dossiers juridiques avec ses grands yeux marrons et disait quelque chose comme « Je ne sais pas comment j'ai eu autant de chance ». Et d'un coup, toute la fatigue fondait comme de la glace sur l'asphalte chaud. Je construisais quelque chose. Vous savez, on construisait quelque chose ensemble. 3 ans de fac de droit, 3 ans où je vivais essentiellement d'énergie, d'alcool et de détermination. Je l'ai regardé ronger son stress pendant les examens finaux, je lui ai attaché les cheveux quand la pression la rendait malade, et je l'ai écouté s'entraîner à plaider jusqu'à ce que je puisse les réciter moi-même. Quand elle a réussi l'examen du barreau, je lui ai organisé une fête qui m'a coûté 2 semaines de salaire. Quand elle a obtenu l'entretien chez Lancefort à Pike, un cabinet d'avocats très prestigieux du centre-ville. C'est moi qui l'ai conduite là-bas dans ma Honda cabossée, parce qu'elle était trop nerveuse pour conduire elle-même. Le jour où j'ai décroché le poste, elle m'a appelé au travail, criant si fort que j'ai dû tenir le téléphone loin de mon oreille. J'ai compris, Mitchell. J'ai vraiment compris. J'ai joué si fort que Big Tony, mon patron, qui avait tout vu 2 fois, s'est arrêté de faire ce qu'il faisait pour me fixer. Ce soir-là, on a fêté ça à Olive Garden comme des gens chics, et je me sentais comme le roi du monde. Ma copine allait devenir une avocate à succès et j'étais celui qui avait rendu ça possible. On était une équipe, une vraie équipe. Mais le truc avec les équipes, c'est qu'on pense parfois jouer pour la même équipe, mais il s'avère que l'un d'entre vous porte le mauvais maillot. Et parfois, juste parfois, on se rend compte qu'on a joué un jeu complètement différent depuis le début. Le premier signe aurait dû être quand elle a commencé à réseauter. Soudain, il y a eu tous ces afterwork, ces dîners clients et ces conférences le week-end. Ça fait partie du boulot, expliquait-elle en se regardant une dernière fois dans le miroir avant de sortir dans des vêtements que je n'avais jamais vus. Des vêtements de créateur. Des vêtements chers. Le genre de truc qui coûte plus cher que ce que je gagne en un mois. Quand je lui demandais d'où ça venait, elle me faisait un geste de la main dédaigneux.
L'entreprise a une image à préserver. Mitchell, je ne peux pas arriver en ayant l'air de faire mes courses chez Target. Le deuxième signe, c'est quand elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée. Avant, elle voulait tout savoir sur les clients fous et les réparations impossibles. Elle riait quand je lui parlais de la vieille Buick de Madame Henderson, qui fonctionnait à la prière et à l'obstination. Mais à un moment donné, ces conversations ont cessé. Mes histoires de travail sont devenues un bruit de fond lorsqu'elle consultait ses emails sur son téléphone. Le troisième signe, et celui-là aurait dû être écrit en lettres capitales, c'est quand elle a commencé à être gênée par ce que je faisais dans la vie. Pas gênée comme « Oh, mon mari est si humble ». Mais gênée comme « S'il te plaît, ne parle pas de ce que fait mon mari ». À sa fête de Noël au bureau, quand on m'a demandé ce que je faisais, elle a répondu que j'étais entre deux opportunités. Entre deux opportunités. Comme un mécanicien qualifié qui garde le cap les voitures des gens qui roulent bien, c'est une sorte de chômage. Mais vous savez ce qui est dingue? Même avec tous ces drapeaux rouges qui me frappaient au visage comme un taureau à Pampelune, je croyais toujours que nous étions solides. Je pensais toujours qu'au fond, au-delà de tous les nouveaux vêtements et du vocabulaire sophistiqué, elle était toujours ma Clarissa. La fille qui me volait mes frites et riait à mes blagues nulles. La fille qui disait adorer mon authenticité. Le fait que je ne sois pas comme tous ces faux mecs prétentieux avec qui elle était sortie. Ouais. Enfin, il s'avère que « réel » n'était qu'un autre mot pour dire utile. Et Marisol écoute quand je parle, rit de mes terribles blagues et me traite comme une personne qui mérite d'être connue au lieu d'un projet à réparer ou d'un tremplin vers ailleurs. Vous savez ce que j'aime chez vous, a-t-elle dit mercredi dernier, en remuant du sucre dans son café et en regardant par la fenêtre les montagnes. Ma belle apparence dévastatrice et mon charme naturel, a-je suggéré, ce qui lui a fait rejeter le snift de cette manière sans cesse qui aurait horrifié Clarissa. J'aime que vous n'essayiez personne d'autre que qui vous êtes, a-t-elle dit. Prenez-le ou laissez-le. Prenez-le ou laissez-le. Après des années à essayer de me modeler dans ce que Clarissa pensait qu'elle avait besoin, l'idée d'être acceptée exactement comme je suis, une promenade inclinée, une oreille endommagée, un vocabulaire bleu-collar et tout cela, il a l'impression de gagner des investissements conservateurs qui me garderont à l'aise pour le reste de ma vie si je ne fais pas de fou avec cela. Venture, mais voici ce que j'ai appris sur le bonheur. Une femme qui me voit comme un homme qui vaut la peine d'être aimé au lieu d'un problème à résoudre. J'ai lu des livres pour lesquels je n'ai jamais eu le temps lorsque je travaillais à double équipe. J'ai appris à cuisiner autre chose que des œufs brouillés et des nouilles ramen, et j'ai découvert que le silence, le vrai silence, le genre que vous ne pouvez vous éloigner du bruit de la ville, est meilleur que n'importe quelle musique jamais enregistrée. Les cicatrices physiques sont permanentes. La perte auditive est éternelle. Les problèmes d'équilibre seront probablement avec moi jusqu'au jour de ma mort. Mais la douleur ne vous définit pas à moins que vous ne le laissiez. Et la trahison ne vous brise que si vous décidez de rester en panne. Je marche avec une inclinaison maintenant et mon oreille gauche est principalement juste pour le spectacle. Mais je ne me suis jamais senti plus équilibré de toute ma vie. Parce que parfois, ce qui ressemble à la fin de votre histoire n'est vraiment que la fin du chapitre que vous pensiez que vous étiez censé écrire. Parfois, la vie que vous n'aviez pas prévue se révèle être exactement la vie que vous deviez choisir. Et parfois, si vous avez vraiment de la chance, vous découvrez que la personne que vous devenez après que tout s'effondre est quelqu'un que vous aimez réellement. Une fois que j'avais rempli mon rôle, une fois que j'avais travaillé comme un dingue pour l'amener là où elle voulait être authentique n'était plus aussi attrayant. Mais je ne le savais pas encore. Je vivais toujours dans l'illusion de mon mari parfait. Je croyais toujours que l'amour triomphe de tout. Je pensais toujours qu'avec assez de travail et d'attention, tout finirait par s'arranger. Mince, j'allais recevoir l'éducation de ma vie. Et voilà, j'étais là, 3 semaines avant. Ce qui allait devenir la pire nuit de ma vie, assise à la table de la cuisine, à essayer de comprendre pourquoi mes œufs brouillés avaient un goût de carton. Attention, spoiler, ce n'était pas les œufs. C'était ce creux dans mon estomac qui était là depuis des mois, qui grossissait à chaque fois que Clarissa me regardait comme si j'étais un meuble qu'elle envisageait de remplacer. Je parcourais les pages de mon téléphone à lire un article sur un divorce de célébrité où le type s'était fait larguer au pressing quand Clarissa est rentrée de son jogging matinal. Et laissez-moi vous dire, ce n'était plus la même femme qui trébuchait dans la cuisine avec mon vieux t-shirt Metallica. Ses cheveux semblaient avoir été électrocutés. Non. Cette version de Clarissa portait une tenue de sport chic qui coûtait probablement plus cher que mes mensualités de voiture. Les cheveux tirés en arrière en une de ces queues de cheval parfaites que les femmes riches semblent maîtriser.
Pas une goutte de sueur sur elle malgré ses 8 kilomètres de course. Bonjour, ma belle, ai-je dit en essayant d'avoir l'air décontracté, même si le côté décontracté avait quitté notre mariage à ce moment-là. Elle a commencé. Je corrigeais ma grammaire lors de dîner. Comment s'est passée la course? Elle m'a à peine regardé, se contentant d'attraper un de ces smoothies verts qu'elle buvait ces derniers temps, le genre qui ressemble à du chou frisé liquide et qui a sans doute un goût encore pire. Bien, a-t-elle dit, ce qui, dans le langage de Clarissa, était devenu un code pour dire « Je ne vais pas engager la conversation avec toi parce que tu ne portes pas un costume qui coûte plus cher qu'une voiture d'occasion. » Puis elle s'est dirigée vers le comptoir et a pris cette enveloppe élégante. Je parle de papier coûteux, les amis. Le genre d'enveloppe qui a probablement servi à l'université et qui contient un fonds fiduciaire. Elle l'a tenue comme si elle était en or, ce qui, connaissant le cabinet d'avocats pour lequel elle travaillait, aurait tout aussi bien pu l'être. Tiens, a-t-elle dit en la faisant glisser sur la table vers moi comme si elle me donnait une contravention. Le gala annuel du cabinet a lieu dans 3 semaines. J'ai regardé l'enveloppe. Le logo de Lancefort et Paille qui était gravé en lettres dorées, si sophistiqué qu'il devait y avoir son propre code postal. À l'intérieur se trouvait une invitation qui semblait avoir été conçue par quelqu'un qui facture. Par la police. Soirée en smoking. Ça disait, parce que bien sûr que c'était le cas. Parce que rien ne dit que tu n'as pas ta place ici comme exiger des vêtements que tu ne porteras qu'une seule fois dans ta vie. Cravate noire. 1. Ai-je dit, essayant d'injecter un peu d'humour dans ce qui semblait être un moment assez tendu. Je suppose que je vais devoir louer un smoking. Je n'en ai pas porté depuis notre mariage. Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu faire geler une margarita. C'est une soirée en smoking, a-t-elle répété comme si j'étais une enfant lente qui avait besoin d'explications supplémentaires. Ne me fais pas honte. Et voilà. Pas, je suis tellement content que tu sois là avec moi, ou, on va passer un super moment, ou, essaie de ne rien renverser sur toi, espèce de maladroit adorable. Non, Justin, ne me fais pas honte, catégoriquement. Prononcé avec toute la chaleur d'une taxe. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine, mais je l'ai réprimé comme j'avais réprimé beaucoup de choses ces derniers temps. Quand t'ai-je déjà fait honte? Je demanda-t-elle, ce qui était apparemment la mauvaise question, car son visage se crispa comme si quelqu'un avait tiré sur un cordon. Elle se détourna de moi et commença à s'agiter avec son smoothie comme si c'était la chose la plus fascinante au monde. Essaie juste de te fondre dans la masse, d'accord? Ces gens sont importants pour ma carrière. Importants pour sa carrière, pas pour notre avenir, pas pour notre vie ensemble, sa carrière, parce qu'apparemment, à un moment donné, nous étions devenus elle et j'avais raté le mémo. À quelle heure commence-t-elle? Demandai-je en consultant mon planning sur mon téléphone. Je vais peut-être devoir arriver un peu en retard. Le vieux Henderson amène sa Cadillac cet après-midi-là, et vous savez comment ça se passe. Le silence qui suivit fut si épais qu'on aurait pu le couper avec un couteau à beurre et le servir au gala chic. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix avait ce ton professionnel et sec qu'elle utilisait avec les clients qu'elle n'appréciait pas particulièrement. Essaie de ne pas faire de scène si tu arrives en retard. Si j'arrive, pas quand. Comme si ma présence à la fête d'entreprise de ma femme était une sorte de point d'interrogation. Comme si elle préférait peut-être que je n'ai même pas pris la peine de venir. Je la fixai du regard, cherchant à comprendre à quel moment précis ma femme avait été remplacée par cette inconnue froide et calculatrice qui lui ressemblait trait pour trait, mais dont on semblait avoir ôté toute sa chaleur. Une scène, répétai-je. Quel genre de scène allais-je faire? Demander la recette de ces petits crackers raffinés. Utiliser la mauvaise fourchette pour ma salade. Ça ne l'amusait pas. En fait, elle semblait sur le point de dire quelque chose qui nous blesserait tous les deux, mais son téléphone vibra et un SMS lui parvint. Son visage s'illumina à la lecture, plus animé que pendant toute notre conversation. Je dois y aller, dit-elle en attrapant son sac à main et en se dirigeant vers la porte. Je retrouve des collègues pour un brunch afin de discuter de l'affaire Morrison. Des collègues un samedi matin au brunch, parce qu'apparemment, c'est ce que font les avocats qui réussissent. Ils organisent des brunchs d'affaires où ils discutent probablement de choses que je ne comprendrai pas en mangeant des œufs bénédicts qui coûtent plus cher que mon déjeuner de la semaine. Tu seras à la maison pour le dîner? L'ai-je appelé? Probablement. Non. Elle m'a rappelé sans même se retourner. Ne m'attends pas. Puis elle est partie,
me laissant assise là avec mes œufs en carton et une jolie invitation qui ressemblait plus à un avertissement qu'à un message de bienvenue. J'ai repris l'invitation, passant mes doigts sur ce papier coûteux. 3 semaines. Dans 3 semaines, j'enfilerai un smoking de location, j'essaierai de me fondre dans la masse de gens qui ont probablement dépensé plus pour leur montre que je n'en ai gagné en 6 mois, et je ferai comme si tout allait bien. Comme si mon mariage ne partait pas à volo comme l'eau dans une baignoire cassée. Mais bon, au moins je ne la gênerai pas vrai? Ce soir-là, j'ai repassé mon seul bon tailleur, celui que j'avais porté à notre mariage, et j'ai ciré mes chaussures jusqu'à ce qu'elles soient presque respectables. Je me suis dit que c'était juste le stress, que Clarissa était juste stressée par le travail, que tout irait bien une fois cette fête terminée. Je n'avais aucune idée que je me préparais à ma propre humiliation publique. Putain. Je veux dire, sérieusement, putain de merde. Entrer au Fairmont au Crystal Ballroom, c'était comme entrer dans un autre univers. Un univers où tout coûtait plus cher que mon salaire annuel et où tout le monde avait l'air d'avoir été repassé et poli par des presseurs professionnels. L'endroit était si chic que le Ritz-Carlton ressemblait à un motel 6. Des lustres dorés pendaient du plafond tels des bijoux de luxe. Chacun valait probablement plus cher que ma maison. La lumière chaude et riche projetait sur chacun l'impression d'être la vedette d'un film sur la richesse. La musique jazz qui flottait dans l'air n'était pas celle d'un type avec un saxophone au coin d'une rue. C'était du vrai jazz. Un orchestre en smoking jouait de la musique, si fluide qu'il avait probablement son propre conseiller financier. Et le champagne, laissez-moi vous dire, ce n'était pas André de l'épicerie. Il était servi sur des plateaux en argent, portés par des serveurs qui semblaient plus professionnels que la plupart des chirurgiens que j'ai rencontrés. Je suis resté un moment sur le seuil, à ajuster mon smoking de location, aussi confortable qu'une camisole de force en tissu qui gratte. Le nœud papillon essayait déjà de m'étrangler, et j'étais presque sûr que Quimberbon complotait ma perte. Mais bon, au moins, j'avais l'air du rôle, non? Enfin, en quelque sorte. En plissant les yeux et en ne regardant pas de trop près, mes chaussures venaient de chez Payless et ma montre, du genre offerte avec la vidange. L'endroit respirait tellement le prestige que j'étais surpris qu'il n'y ait pas un homme avec un mégaphone pour annoncer l'importance de chacun. Mesdames et messieurs, Margaret Worthington, dont le sac à main coûte plus cher que la plupart des voitures, s'approche de la table à cocktail aux crevettes. Et voici Bradley Pimberton III, dont l'initiale du deuxième prénom à elle seule représente une fortune supérieure à celle de certains petits pays. J'ai pris une coupe de champagne à un serveur qui passait. Autant commencer à boire, non? Et j'ai commencé à scruter la foule à la recherche de Clarissa. Je ne l'ai pas mise longtemps à la repérer. Elle portait une superbe robe noire que je n'avais jamais vue auparavant. Une robe dont le nom de créateur était probablement indéchiffrable et dont le prix me ferait verser de vraies larmes. Ses cheveux étaient coiffés d'une manière compliquée qui ressemblait à... Il fallait un diplôme d'ingénieur pour y parvenir. Et elle riait. Vraiment. Le genre de rire sincère que je n'avais pas entendu depuis des mois. Mais voilà le hic. Elle ne riait pas de ce que j'avais dit. Elle ne riait pas du tout avec moi. Elle riait de ce que son patron venait de lui murmurer à l'oreille. Et laissez-moi vous dire, la façon dont elle lui touchait la poitrine en riant m'a fait bondir l'estomac. Franklin Maddox. Même son nom sonnait comme celui de quelqu'un qui saisissait des orphelinats pour le plaisir. Ce type avait la cinquantaine, avec ce côté renard argenté dont les femmes semblent raffoler. Distingué et sûr de lui, comme s'il était né en sachant qu'il était meilleur que tout le monde. Son smoking n'était pas loué. Absolument pas. Ce costume avait probablement été fait sur mesure par quelqu'un qui facturait les mesures plus chères que ce que je gagnais en une semaine. Tout chez lui criait argent et pouvoir, de sa coiffure impeccable à ses chaussures qui coûtaient probablement plus cher que ma voiture. Et il y avait ma femme, ma Clarissa, suspendue à ses lèvres comme s'il récitait de la poésie au lieu de parler de résultats trimestriels ou de tout ce dont les avocats d'affaires discutent dans les soirées chics. Une main reposait sur sa poitrine. Sa poitrine, pas la mienne, et l'autre tenait une coupe de champagne comme si elle était née pour boire de l'alcool cher dans les soirées chics. Le pire, c'est qu'elle avait l'air heureuse. Une joie sincère, rayonnante, comme je ne l'avais jamais vue. Mon Dieu, combien de temps cela faisait-il? Des mois? Un an? Quand m'avait-elle regardé pour la dernière fois avec la même excitation? Quand avait-elle ri pour la dernière fois de mes paroles avec une joie aussi pure? Je me suis dirigé vers eux, mes chaussures de location grinçant légèrement sur le sol en marbre poli, parce que, bien sûr, elles grinçaient,
parce qu'apparemment, l'univers a un sens de l'humour, et il est surtout sadique. En m'approchant, j'ai pu entendre des bribes de leur conversation, et c'était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des blagues sur des affaires que je ne comprenais pas, des références à des clients dont les noms sonnaient comme s'ils étaient. J'étais sur la liste des membres des country clubs, et j'avais droit à ces échanges faciles entre gens qui passaient beaucoup trop de temps ensemble. Franklin m'a vu arriver avant Clarissa. J'ai vu son regard me parcourir, observant le smoking de location, les chaussures qui grinçaient, l'aura générale de « n'a pas sa place ici », que je dégageais apparemment comme une sorte de phare ouvrier. Et puis, et je jure que c'est vraiment arrivé, il a souri. Pas un sourire narquois. Le genre d'expression qu'on affiche devant un insecte particulièrement amusant juste avant de marcher dessus. C'est là que Clarissa m'a remarqué. Elle s'est retournée, l'espace d'une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. De l'agacement, de la gêne, quoi que ce soit, ce n'était certainement pas l'expression « Oh, bien, mon mari bien-aimé est là » que j'espérais. Toute cette scène me donnait l'impression d'être témoin de ce qui se passait chez quelqu'un d'autre, comme si je flottais au-dessus de moi-même, regardant cet homme en smoking mal ajusté s'approcher de sa femme et de son patron, complètement inconsciente de la situation. Le fait qu'il s'engageait dans un champ de mine sociale qui pourrait bouleverser sa vie. Le groupe de jazz continuait de jouer sa musique douce et coûteuse. Le champagne coulait à flots. Les lustres scintillaient. Et quelque part au fond de moi, une petite voix me hurlait de faire demi-tour et de m'éloigner. Que rien de bon ne sortirait de cette conversation. Mais j'ai continué à marcher quand même, car j'étais encore assez stupide pour croire que j'avais ma place. Encore assez naïf pour croire que ma femme serait heureuse de me voir. Mince, j'allais apprendre le contraire. Vous savez, ce moment dans les films où tout se met au ralenti juste avant qu'un événement terrible ne se produise? Ouais. Eh bien, la vraie vie n'a pas cette courtoisie. La vraie vie vous frappe en pleine figure. Littéralement, apparemment, sans même un avertissement ni une bande originale dramatique. Je me suis approché d'eux d'un pas que je croyais décontracté et assuré. Mais avec le recul, je ressemblais probablement à un pingouin essayant de se déplacer sur une patinoire avec des chaussures de location. Plus je m'approchais, plus j'entendais leur conversation. Et laissez-moi vous dire, ce n'était pas exactement le genre de conversation professionnelle qu'on s'attendrait à entendre entre un patron et un employé. Franklin racontait une anecdote sur son week-end en yacht, parce que, bien sûr, il avait un yacht. Et Clarissa riait comme si c'était la chose la plus drôle depuis que le pain de mie a inventé la comédie. Et puis, les gardes-côtes s'arrêtent à côté de nous, disait Franklin en gesticulant avec sa coupe de champagne comme s'il dirigeait un orchestre prétentieux. Et ce gamin ne devait pas avoir plus de 25 ans, m'a demandé de voir mon permis. J'ai dit, fiston, je navigue depuis plus longtemps que toi sur ce bateau. Clarissa a rejeté la tête en arrière et a ri comme si c'était la sorcière la plus brillante qu'elle ait jamais rencontrée. Tu ne lui as pas vraiment dit ça, si? Eh bien, si. Ces fonctionnaires doivent comprendre leur place dans le monde. Leur place dans le monde, non. Parce qu'apparemment, être garde-côte, vous savez, quelqu'un qui sauve des vies pour gagner sa vie, est en quelque sorte inférieur à un avocat d'affaires qui n'a probablement pas fait un seul travail honnête de sa vie. J'ai fait mes preuves. Je me suis serré la gorge et je suis entré dans leur petite bulle d'admiration mutuelle. Excusez-moi, ai-je dit en essayant de garder une voix égale et amicale, même si intérieurement je commençais à me sentir comme une cocotte minute avec une valve défectueuse. J'ai posé ce que je pensais être une main douce et rassurante sur le bras de Clarissa. On peut parler? La transformation a été immédiate et brutale. Le visage de Clarissa est passé de lumineux et animé à froid et agacé plus vite qu'un interrupteur qu'on allume. Elle a baissé les yeux sur ma main sur son bras comme si je venais de la toucher avec quelque chose de contaminé, puis a relevé les yeux vers moi avec une expression qui aurait pu geler l'enfer. Pas maintenant, Mitchell, a-t-elle dit. Et sa voix avait ce ton tranchant que j'entendais de plus en plus souvent ces derniers temps. Ne fais pas le clown. Un clown? Elle m'a traité de clown devant son patron, devant l'homme avec qui elle riait, qu'elle touchait et qu'elle regardait comme s'il avait accroché la lune et installé personnellement chaque étoile. J'ai senti une chaleur inconfortable me serrer la poitrine, mais j'ai essayé de la réprimer, car c'était son événement professionnel, sa soirée importante, et peut-être que je me trompais. C'est alors que Franklin a décidé de se joindre à la conversation, car apparemment, tout cela n'était pas encore assez humiliant. Il m'a fait un signe de la main comme s'il chassait une mouche particulièrement insistante. Recule, mécano,
a-t-il dit, d'une voix dédaigneuse qui a fait grimper ma tension artérielle. C'est un bal privé, machiniste. Ce crétin surpayé et surprivilégié vient de me traiter de machiniste. Comme si réparer des voitures, assurer la sécurité des gens sur la route, comme si travailler de mes mains pour construire quelque chose d'utile était indigne de lui. Comme si j'étais une forme de vie inférieure qui s'était égarée dans sa soirée chic par erreur. J'ai senti ma mâchoire se serrer, mais j'ai gardé une voix calme. Je suis son mari. Et c'est là que c'est arrivé. Sans prévenir, sans même changer d'expression, Franklin Maddox a retiré sa main et m'a giflé si fort que mes oreilles se sont mises à bourdonner comme des cloches d'église un dimanche matin. Le bruit a résonné dans la salle de bal comme un coup de feu, interrompant la musique de jazz, les conversations polies et le léger tintement des flûtes de champagne coûteuses. La douleur a été immédiate et choquante. Pas seulement physique, même si j'avais l'impression que ma joue était en feu, mais aussi émotionnelle. Le manque de respect absolu, la violence désinvolte, le fait que cet homme ait si peu d'estime pour moi qu'il ait pu se précipiter et me frapper en plein visage. D'une salle pleine de monde, comme si j'étais un enfant mal élevé. Mais voilà ce qui m'a vraiment frappé. Ce qui m'a fait plus mal que la gifle elle-même, la réaction de tous les autres dans la pièce. Ou plutôt, l'absence de réaction. Pendant environ 3 secondes, il y a eu un silence stupéfait, comme si on aurait pu entendre une mouche voler sur le sol en marbre. Et puis, sans blague, les gens se sont mis à rire. Pas des halètements choqués, des murmures horrifiés, ni quelqu'un se précipitant pour voir si j'allais bien. Des rires comme ceux d'un homme humilié en public, c'était le divertissement de la soirée. Comme si j'étais une sorte de spectacle monté pour leur amusement. J'ai entendu quelqu'un murmurer, « Oh mon Dieu, t'as vu ça ?» Suivi d'un petit rire. Une autre voix a demandé, « Qui a laissé entrer l'aide ?» D'autres rires. Ces gens soi-disant civilisés, instruits et prospères, riaient de mon agression. Et Clarissa, ma femme, la femme pour qui j'avais fait des doubles journées, la femme pour qui j'avais sacrifié vacances, week-end et mât pour réaliser ses propres rêves, elle n'a pas bronché. Elle n'a pas halté, ne s'est pas précipitée à mon secours et n'a même pas semblé surprise. Elle est restée plantée là, et c'est ce moment qui restera gravé dans ma mémoire jusqu'à ma mort. Elle s'est penchée vers Franklin et a sifflé. « Sors de ma vue. Tu gâches tout. » Ni, comment oses-tu frapper mon mari? Ni, qu'est-ce qui ne va pas? Ni même, ça va, Mitchell? Sors de ma vue. Tu gâches tout. Parce qu'apparemment, l'humiliation publique et l'agression physique gâchaient sa soirée. Le problème, c'était moi, la joue en feu et les oreilles qui bourdonnaient, et non le fait que son patron venait de commettre une agression devant 50 témoins. Je me suis planté là, légèrement chancelant, la main se portant machinalement à ma joue, et j'ai réalisé que j'étais complètement seul dans une pièce pleine de monde. Ma femme avait choisi son camp, pas le mien. Ça vous arrive de voir la réalité vous rattraper comme un train de marchandises chargé d'une vérité pure et concentrée? Eh bien, j'étais sur le point de recevoir la livraison express, et elle était accompagnée d'une urgence médicale dont personne dans cette salle de bal chic ne semblait se soucier. J'ai reculé en titubant depuis Franklin et Clarissa, la tête qui tournait comme un manège de fête foraine conduit par des adolescents ivres. Les bourdonnements d'oreilles s'étaient intensifiés, passant des cloches d'église à de véritables alarmes incendies qui se déclenchaient dans mon crâne. J'étais complètement dérangé. J'avais l'impression d'essayer de marcher sur un bateau pendant un ouragan, chaussé de rollers. C'était du beurre. C'est là que je l'ai senti. Cette sensation chaude et humide me coulait dans le cou. Au début, j'ai cru que je transpirais peut-être à cause du choc et de l'humiliation. Parce que, soyons honnêtes, se faire gifler en public par le patron de sa femme devant 50 personnes déguisées en pingouins, ça fait souvent transpirer. Mais quand j'ai tendu la main pour toucher mon oreille, mes doigts sont devenus rouges. Du sang, du vrai sang coulait de mon oreille comme si ma tête était un robinet cassé. Ce n'était plus une simple gifle. C'était du sérieux médical et je me tenais dans une pièce pleine de gens trop occupés à siroter du champagne et à bavarder sur les divertissements de la soirée pour remarquer que je saignais littéralement de la tête. Le vertige m'a frappé comme un coup de massue. La salle de bal chic a commencé à s'incliner à des angles qui rendraient jaloux un manège. Et ces magnifiques lustres dorés se sont mis à tourner comme des boules à facettes. J'ai désespérément attrapé la chaise la plus proche, une de ces choses qui avaient l'air chères. Des coussins qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel, et qui s'y sont effondrés comme un sac de pommes de terre qui avait renoncé à la vie. Les conversations autour de moi continuaient comme si de rien n'était,
comme si un homme en sang de l'oreille était un mardi soir comme les autres au Fairmont Crystal Ballroom. J'entendais des bribes de dialogue qui faisaient grimper ma tension artérielle encore plus haut. Vous avez vu la robe de Janet? Le mot « vulgaire » est loin d'être suffisant. La fusion avec Morrison va nous rendre tous riches. J'ai entendu dire que le cocktail de crevettes à lui seul coûtait 15 000 $. 15 000 $ pour un cocktail de crevettes, mais personne n'a pu prendre 2 secondes pour vérifier si le type en sang allait bien. Priorité, non. J'ai vu, à travers ma vision trouble, plusieurs collègues de Clarissa, des gens que j'avais rencontrés lors de précédentes réceptions, des gens qui m'avaient serré la main et discuté de la météo, me tourner le dos, non pas métaphoriquement, mais physiquement, et s'éloigner comme si j'étais porteuse de la peste. Une femme, vêtue d'une robe plus scintillante qu'une danseuse de Vegas, a même attiré son mari. J'ai alors repéré Belle Matthews, la soi-disant meilleure amie de Clarissa à la fac de droit. Belle se tenait à environ 6 mètres, arborant une expression suffisante qui aurait fait vibrer une petite ville, et murmurait à une autre femme en me pointant du doigt. Toutes deux affichaient un sourire narquois comme si elles venaient d'assister à la chose la plus drôle depuis l'invention du gaz hilarant. Belle a attiré mon regard et a même eu l'audace de me faire un petit signe du doigt, comme si elle disait au revoir à un clown qui venait de terminer son numéro à l'anniversaire d'un enfant. La salle tournait plus vite et, en plus de tout le reste, je commençais à avoir la nausée. Le sang coulait encore de mon oreille et j'étais presque sûr que ce n'était pas un comportement normal après une gifle. Enfin, je ne suis pas médecin, mais j'étais assez sûr que les oreilles n'étaient pas censées couler comme des radiateurs cassés après avoir reçu des claques. C'est là que j'ai entendu la voix qui m'a probablement sauvé la vie cette nuit-là. Excusez-moi. Moi, laissez-moi passer. Une femme en uniforme se frayait un chemin à travers la foule de curieux costumés, tel Moïse ouvrant la mer Rouge. Sauf qu'au lieu d'une intervention divine, elle faisait preuve d'une détermination à l'ancienne et de ce qui semblait être une formation médicale légitime. Son badge indiquait Marisol Vega. Et elle avançait avec la détermination que l'on retrouve chez les personnes qui savent vraiment ce qu'elles font en situation de crise. Je suis ambulancière, annonça-t-elle à personne en particulier, car apparemment personne d'autre dans la salle n'avait pris la peine de me demander si j'avais besoin d'aide. Elle s'agenouilla près de ma chaise et commença aussitôt ce geste que font les professionnels de la santé, ils vous regardent d'un air sérieux et posent des questions qui semblent anodines, mais qui déterminent en réalité si vous êtes sur le point de mourir. Monsieur, m'entendez-vous bien, demanda-t-elle en sortant une petite lampe torche et en me la braquant dans les yeux. Nausée? Vertige? Les deux? J'ai réussi à articuler en essayant de ne pas vomir sur son uniforme, car cela me semblait un manque de bienséance, même dans les circonstances. Elle examina mon oreille avec une attention professionnelle qui me fit réaliser la gravité de la situation. Il saigne. De l'oreille. Elle a crié à quelqu'un derrière elle. Un possible traumatisme crânien dû à l'impact. Il faut des renforts policiers et une ambulance. Des renforts policiers. Une ambulance. Soudain, le petit jeu de pouvoir de Franklin n'a plus semblé aussi amusant aux yeux de la foule. J'ai vu plusieurs personnes commencer à remuer, mal à l'aise, comme si elles se rappelaient que l'agression est illégale, même avec un smoking plus cher que la plupart des voitures. Franklin, qui se prélassait dans la lueur de son allure de mâle alpha, ressemblait soudain à un cerf pris dans les phares d'une voiture si un cerf portait une eau de Cologne coûteuse et était diplômé en droit. Attendez, a-t-il dit, sa voix perdant un peu de son assurance. Ce ne sera pas nécessaire. Juste un petit malentendu entre hommes. Mais Marisol était déjà à la radio, parlant de ce ton calme et professionnel qu'utilisent les secouristes lorsqu'ils ne sont pas en train de plaisanter. Ici Vega, matricule 472. J'ai besoin de renforts policiers et médicaux au Fairmont Crystal Ballroom. Homme adulte, traumatisme crânien, saignement de l'oreille suite à une agression. Agression. Elle a utilisé le mot assaut et soudain, la pièce est devenue très, très calme. Pour la première fois cette nuit-là, quelqu'un traitait ce qui m'était arrivé comme si cela comptait. Quelqu'un me prenait au sérieux. Les lits d'hôpital, laissez-moi vous dire, ne sont pas conçus pour le confort. Ils sont conçus par des gens qui croient apparemment que la guérison nécessite allonger sur quelque chose avec la douceur d'un parking en béton dans la chaleur d'un casier à viande. Mais après la nuit, j'avais ce lit inconfortable dans la salle d'urgence ressemblait à une station balnéaire 5 étoiles par rapport à debout dans cette salle de bal pleine de piranhas humains dans des vêtements de créateurs. Le trajet en ambulance avait été un flou des lumières clignotantes et Marisol vérifiant mes signes vitaux tout en me posant des questions comme quel est votre nom et savez-vous de quel jour il s'agit?
Des trucs de base qui auraient dû être faciles mais avaient envie de prendre les SAT tout en conduisant des montagnes russes. L'équipe paramédicale, Marisol et son partenaire, un gars du nom de Carlos, qui semblait pouvoir plaider une petite voiture, m'a traité avec plus de respect et une véritable préoccupation en 20 minutes que je ne l'avais obtenu du cabinet d'avocat de ma femme en 3 ans. Maintenant, je me trouvais ici dans l'une de ces robes d'hôpital qui existent apparemment, juste pour vous rappeler que la dignité est un luxe que vous ne pouvez pas vous permettre lorsque vous saignez de la tête. La salle d'urgence faisait cette chose que vous faites. Organiser le chaos avec des gens dans les gommages se déplaçant comme s'ils étaient chorégraphiés par quelqu'un qui sait vraiment ce qu'ils font. Même si cela ressemble à un chaos total pour nous, des gens ordinaires. La docteure Patricia Kim, une femme qui avait l'air d'avoir environ 12 ans, mais qui a parlé avec l'autorité de quelqu'un qui avait réparé des humains brisés depuis des décennies, m'avait déjà poussé et m'avait poussé d'une manière qui serait illégale dans la plupart des États. Elle briserait plus de lumière dans mes yeux qu'une interrogatoire de la police. M'a demandé de suivre son doigt pendant qu'elle se déplaçait comme si elle mène un orchestre invisible et m'a généralement fait me sentir comme une expérience scientifique qui s'était légèrement mal tournée. Nous allons avoir besoin d'une IRM, a-t-elle annoncé, prenant des notes sur un presse-papier tout en réussissant à avoir l'air inquiet et professionnel en même temps. Le saignement de votre oreille combiné avec les problèmes d'équilibre et les nausées suggèrent dégâts de l'oreille. Nous devons voir ce qui se passe dans votre tête. Dans ma tête? Ouais. J'étais curieux de voir moi-même étant donné que j'avais l'impression que quelqu'un avait remplacé mon cerveau par un globe de neige que quelqu'un a continué à trembler. La machine IRM, pour ceux qui n'ont jamais eu le plaisir, est essentiellement un beignet en métal géant qui fait des sons comme R2D2 ayant une dépression nerveuse tout en étant piégé dans une machine à laver. Ils m'ont glissé dans ce tube qui était à peu près aussi spacieux qu'un cercueil et m'a dit de ne pas bouger pendant 30 minutes pendant que la machine prenait des photos de mon crâne. Assez facile, sauf que ma tête tournait toujours comme un O. Et la machine sonnait comme si elle essayait de communiquer avec des extraterrestres en utilisant une combinaison de jackhammer et de cornes de brouillard. Mais tu sais quoi? Aller là dans ce tube bruyant m'a donné le temps de réfléchir. Pensez vraiment à ce qui s'était passé. À propos du regard sur le visage de Clarissa quand elle m'a dit que je ruinais tout. À propos de la violence occasionnelle de Franklin et du rire cruel de la foule. Sur la façon dont une seule personne dans cette pièce pleine de professionnels soi-disant civilisés et instruits n'avait levé un doigt pour m'aider jusqu'à ce que Marisol se présente. Quand ils m'ont finalement retiré de la machine, ceux qui avaient l'impression d'être nés de nouveau, sauf plus fort et avec plus d'équipements médicaux. Le docteur qui m'attendait avec des résultats qui faisaient passer ma nuit de mal à la merde sacrée. C'est vraiment sérieux. Vous avez un tympan rompu, a-t-elle dit, pointant des images sur un écran d'ordinateur qui ressemblait à de l'art abstrait peint par quelqu'un qui passe une mauvaise journée. La force du coup a également endommagé votre nerf vestibulaire gauche. Cela fait partie de ce qui contrôle votre équilibre. Vous envisagez une perte auditive permanente dans cette oreille, et les problèmes d'équilibre peuvent être en cours. Permanent. Ce mot est resté là dans l'air parfumé antiseptique comme une malédiction qui ne pouvait pas être repris. Le jeu de puissance de 5 secondes de Franklin venait de changer ma vie pour toujours. Vous aurez besoin d'un traitement, d'un congé pour la récupération et probablement une thérapie vestibulaire pour aider à résoudre les problèmes d'équilibre. Le docteur qui m'a poursuivi, ce n'est pas quelque chose qui va guérir du jour au lendemain. C'est à ce moment que le détective Ray est entré dans ma chambre comme s'il avait été envoyé par l'univers pour restaurer un certain équilibre aux échelles cosmiques de la justice. Le gars était dans la mi-40 ans avec le genre de comportement non décis qui a suggéré qu'il avait vu suffisamment de stupidité humaine pour durer plusieurs vies et n'était pas d'humeur pour plus. Monsieur Grave, a-t-il dit, sortant un cahier qui semblait avoir traversé plusieurs guerres et en a remporté la plupart. Je suis une grêle détective. J'ai passé en revue ce qui s'est passé ce soir, y compris les images de sécurité de la salle de bal. Des images de sécurité. Dieu merci pour l'état de surveillance, non? Parfois, Big Brother travaille réellement en votre faveur. Nous avons déposé des accusations de voies de fait contre Franklin Maddox, la grêle détective a continué. Et je jure que ce sont les plus beaux mots que j'avais entendus toute la semaine. Des aperçus de notes manuscrites qui semblent avoir été prises par quelqu'un qui a en fait falsifié les détails des détails. Si nous pouvons prouver qu'ils ont encouragé les employés à rester silencieux ou à essayer de couvrir cela, nous pourrions envisager des accusations de justice pour obstruction. J'ai hoché la tête faiblement, ce qui concernait tout le mouvement que ma tête de filage pouvait gérer. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, vous vous concentrez sur l'amélioration, a déclaré le détective Hay,
fermant son cahier avec la satisfaction de quelqu'un qui vient de déposer des documents qui allaient ruiner la semaine d'un gars riche. Gérons la partie judiciaire. Monsieur Maddox est sur le point d'apprendre que l'argent ne vous rend pas à l'abri des conséquences. Alors qu'il partait, j'ai réalisé quelque chose qui m'a frappé plus fort que la gifle de Franklin. Au cours des 4 heures qui ont suivi l'agression, ma femme n'avait pas appelé, envoyé de SMS ou s'est présentée à l'hôpital. Pas une fois. J'étais allongé ici avec des blessures permanentes, face à un avenir incertain, et la femme pour tout sacrifier pour ne même pas être dérangée de vérifier si j'étais en vie. Vous savez comment ils disent que les nouvelles se déplacent rapidement? Eh bien, à l'ère des smartphones et des médias sociaux, les nouvelles ne se contentent pas de voyager rapidement. Il devient viral comme une maladie avec des ailes, se propage comme des incendies de forêt dans une usine de feux d'artifice, et parvient en quelque sorte à atteindre tous les coins d'Internet. Avant même d'avoir fini de traiter ce qui vous est arrivé en premier lieu. J'ai découvert cela à la dure alors que je me trouvais encore dans ce lit d'hôpital en essayant de convaincre mon oreille intérieure que nous n'étions pas en fait sur un bateau lors d'un ouragan de catégorie 5. Mon téléphone a commencé à bourdonner comme un cornet en colère vers 6 heures du matin. Et au début, j'ai pensé que c'était probablement juste des appels de spam ou peut-être mon patron se demandant pourquoi je ne m'étais pas présenté pour le quart de travail précoce. Mais quand j'ai finalement réussi à l'attraper sans tomber du lit, qui a pris 3 essais, soit dit en passant, car apparemment, mon sentiment de conscience spatiale avait décidé de prendre des vacances, j'ai découvert que j'avais 17 appels manqués, 43 messages textes et une notification que quelqu'un m'avait marqué dans une vidéo sur les médias sociaux. Une vidéo? Bien sûr, il y avait une vidéo parce que, apparemment, pendant que je me réorganisais par un sociopathe d'entreprise, un génie avec un smartphone avait enregistré le tout comme s'il s'agissait d'un divertissement. La qualité vidéo était étonnamment bonne pour quelque chose qui a organisé une fête de fantaisie. Assez clair pour voir l'expression suffisante de Franklin avant la gifle, l'audio cristallin de lui m'appelant un singe de graisse et un coup parfait du visage de ma femme quand elle m'a dit que je ruinais tout. Internet étant Internet l'avait déjà transformé en sensation virale. #Galislap était tendance, ce qui m'a fait sentir que je vivais dans une sorte de cauchemar dystopique où le traumatisme personnel devient du hashtag. La section des commentaires était exactement ce que vous attendez des meilleurs guerriers de clavier de l'humanité. La moitié des gens appelant Franklin un riche con qui mérite de pourrir en prison. L'autre moitié fait des blagues sur les mécanismes qui ne connaissent pas leur place. Des trucs réels chics. Mais voici le truc des vidéos virales dans le monde d'aujourd'hui. Ils ont des conséquences. Des conséquences réelles, immédiates et destructeurs de carrière. C'est à ce moment que j'ai dû annoncer la mauvaise nouvelle de Milo, qui avait vécu une bonne et longue vie, mais avait finalement succombé à la vieillesse il y a environ 3 ans. Regarder le visage de Marbelle, c'était comme regarder quelqu'un dire à un enfant que le Père Noël n'était en fait que son oncle ivre en costume. Déchirant et inévitable. Il avait 17 ans, dis-je, essayant de le rendre moins dévastateur qu'il ne le ressentait. Maman a dit qu'il était allé paisiblement dans son sommeil, rêvant probablement de terroriser le facteur une dernière fois. Je suis désolé, a-t-elle dit, et je pouvais dire qu'elle le voulait. C'était un bon chat. Grumpy, mais bon. Après cela, je me suis retrouvé à tout renverser. Et je veux dire tout. Toute la saga désolée de mon mariage avec Jasmine, une femme qui semblait parfaite sur le papier mais qui s'est avérée avoir toute la profondeur d'une flaque en août. Comment nous nous sommes rencontrés à l'université, daté depuis 2 ans, nous sommes mariés parce que cela semblait être la prochaine étape logique, puis a passé 4 ans à réaliser lentement que nous avions à peu près autant en commun qu'un poisson et un vélo. Elle était belle, dis-je, parce que l'honnêteté semblait être le thème de la soirée. Smart, ambitieux, savait comment travailler une pièce comme un politicien. Mais avec le recul, je pense que j'étais plus amoureux de l'idée d'être amoureux que je ne l'étais réellement avec elle. Que s'est-il passé? Demanda Marabelle. Et il y avait quelque chose dans sa voix. Pas de pitié exactement, mais une véritable préoccupation mélangée avec le genre de curiosité soigneuse que vous utilisez lorsque vous n'êtes pas sûr de vous sur le point de monter sur une mine terrestre. Son entraîneur personnel s'est produit. Dis-je en prenant une longue traction de ma bière parce que certaines vérités diminuent plus facilement avec l'alcool. Guy a nommé Brad parce que bien sûr, son nom était Brad. Apparemment, j'étais trop en sécurité et elle avait besoin de passion. J'ai découvert cela quand je suis rentré tôt d'un voyage d'affaires et que je suis entré en faisant du yoga ensemble, le yoga nu. Dans notre lit, les yeux de Marbelle se sont étendus, puis elle a commencé à rire. Pas le genre de rire méchant qui vous fait vous sentir pire,
mais le genre qui reconnaît à quel point la vie peut parfois être ridicule. Yoga nu. Sérieusement, c'est comme le scénario à faire le plus cliché de tous les temps. Avait-elle au moins la décence de paraître gênée? Non, dis-je. Et maintenant, je riais aussi, car la distance et l'alcool ont un moyen de faire en sorte que même les pires expériences semblent une sorte d'absurde. Elle m'a juste regardé comme si j'étais celui qui avait fait quelque chose de mal en rentrant chez moi. A dit qu'elle avait voulu me parler de notre relation. Quoi qu'il en soit, chic, dit Marbel, et le sarcasme dans sa voix aurait pu couper du verre. Vraiment chic. Le divorce a été assez simple, ai-je poursuivi parce que j'étais apparemment en mode confession complète maintenant. Pas d'enfants, pas de grands atouts à se battre, juste deux personnes qui avaient compris qu'ils ne s'aimaient pas beaucoup. Elle a gardé la machine à expresso fantaisie. J'ai gardé ma dignité. Semblait être un commerce équitable. C'est à ce moment-là que je lui ai parlé du travail, du mouvement de backstabbing de Brent, et à quel point j'aurais pu perdre tout avant qu'elle ne se soit plongée comme une sorte de super-héros d'entreprise. J'ai regardé son visage changer en décrivant ce qui s'était passé. J'ai vu quelque chose qui ressemblait à une colère juste de la colère juste dans ses yeux. Attendez, dit-elle, posant son whisky avec le genre de précision contrôlée qui a suggéré qu'elle combattre l'envie de le jeter contre le mur. Ce gars de Brent vous a délibérément quitté l'invitation de la réunion, puis vous a laissé reprocher à l'avoir manqué. À peu près, j'ai dit que Guy a réussi ma promotion depuis des mois. Je suppose qu'il a pensé que le sabotage était plus facile que de faire un meilleur travail. Le regard sur son visage était le même qu'elle avait l'habitude de recevoir quand les enfants de l'école se moquaient de ses vêtements usés. Furie tranquille mélangée à la détermination de leur prouver le contraire. Ce n'est pas seulement non professionnel, a-t-elle déclaré. C'est tout droit. Ouais. Eh bien, la politique des entreprises n'est pas exactement connue pour avoir fait ressortir le meilleur des gens, ai-je dit. Mais je pouvais sentir quelque chose de chaud se répandre dans ma poitrine au fait qu'elle se mettait en colère en mon nom. Cela faisait longtemps que personne n'était dans mon coin comme ça. Nous nous sommes assis là un instant, laissant le poids de toutes ces révélations se déposer entre nous comme de la poussière après une explosion. Le jukebox jouait quelque chose de Tom Petty, le genre de chanson qui vous fait vous sentir nostalgique, même si vous ne vous souvenez pas de quoi vous êtes nostalgique. C'est à ce moment-là qu'elle a atteint la table et a fait quelque chose qui a arrêté mon cœur pendant une seconde. Elle a mis sa main sur la mienne, tout comme elle le faisait quand nous étions enfants. Et l'un de nous avait peur ou triste ou submergé par l'injustice générale d'être jeune dans un monde adulte. Riley, dit-elle, et sa voix était douce mais stable, comme si elle y réfléchissait depuis un moment. Je dois te demander quelque chose, et je veux que tu sois honnête avec moi. J'ai dit que mon cœur battait soudainement assez vite pour alimenter une petite ville. Voyez-vous quelqu'un en ce moment? Parce que si vous ne l'êtes pas, elle s'arrêta et pendant une seconde, j'ai vu un éclair de la fille incertaine que je connaissais. Celui qui ne savait pas si elle méritait de bonnes choses. Voudriez-vous peut-être essayer de sortir avec vous et moi? Je veux dire, voyez ce qui se passe. Et juste comme ça, l'univers était passé de jouer des blagues pratiques à m'offrir tout ce que je ne savais même pas que je voulais. Vous savez comment les gens parlent toujours de trouver votre pièce manquante? Comme si vous étiez une sorte de puzzle humain en train de se promener incomplet jusqu'à ce que la bonne personne arrive. Eh bien, je pensais que c'était complet une de ces philosophies de la carte de vœux qui semble bien mais qui ne signifie rien dans la vraie vie. Il s'avère que j'avais tort parce que sortir avec Marbel ressemblait exactement à ça. Comme si je me promenais avec un trou en forme de Marbel dans ma vie depuis 15 ans et que je ne l'ai pas réalisé jusqu'à ce qu'elle le remplit à nouveau. Les premières semaines ont été surréalistes, comme vivre dans une réalité alternative où les bonnes choses m'ont réellement arrivé au lieu du défilé habituel de catastrophes mineures et d'humiliations d'entreprise. Nous nous retrouvions pour un café avant le travail et elle me racontait des histoires sur son ascension dans les rangs de Torwell. La façon dont elle avait commencé comme stagiaire faisant à peine assez pour couvrir les nouilles ramen et les paiements de prêts étudiants et s'est frayé un chemin à travers une pure détermination et un talent pour voir à travers les BS des entreprises qui rendraient un examinateur polygraphique jaloux. Le secret qu'elle m'a dit un matin en volant la moitié de mon muffin aux myrtilles, certaines habitudes meurent dures, consiste à comprendre que 90% des décisions commerciales ne sont que des adultes jouant des jeux élaborés de ciseaux en papier rocheux, sauf qu'ils utilisent des présentations PowerPoint au lieu de gestes de la main. Elle était différente de la fille dont je me souvenais, mais aussi exactement la même chose de toutes les manières qui comptaient. Toujours réfléchie, toujours gentille avec les serveuses et les baristas et quiconque essaie de gagner sa vie avec le public.
il y avait encore cette façon d'écouter qui vous a donné l'impression que tout ce que vous disiez était la chose la plus importante au monde, même si vous vous plaignez de la façon dont la machine à café Office avait atteint la sensibilité et que vous comploriez activement contre le service comptable. Mais maintenant, elle était également nette comme une attaque et drôle d'une manière qui m'a pris au dépourvu. Elle ferait ses observations sèches sur la culture d'entreprise qui était si parfaite, il me ferait renifler du café dans mon nez, ce qui est à la fois douloureux et attrayant, laissez-moi vous dire. La regarder naviguer dans le monde des affaires, c'était comme regarder une masterclass en compétences professionnelles. Elle n'a jamais élevé la voix, n'a jamais perdu son sang-froid, mais a toujours obtenu exactement ce qu'elle voulait à travers une combinaison d'intelligence, de préparation et de ce que je ne peux que décrire comme une impitoyabilité polie. Pendant ce temps, de retour à Morrison Industrial Solutions, Karma venait enfin pour recouvrer la dette de Brent à l'univers. Il s'avère que lorsque vous êtes assez stupide pour laisser une trace papier de votre propre incompétence, ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un n'en remarque. Talia Gwen de HR, une femme qui pourrait trouver une aiguille dans une pile de foin tout en étant les yeux bandés et en profitant probablement, m'a appelé dans son bureau environ 2 semaines après l'incident de Torel. Alors, a-t-elle dit, en rédigeant des courriels sur l'écran de son ordinateur comme si elle présentait des preuves lors d'un procès criminel. J'ai fait des fouilles dans ce mélange de planification qui nous a presque coûté le contrat Torel. Je me suis assis là à essayer de paraître innocent tout en me demandant secrètement si c'était une sorte de piège parce que d'après mon expérience, lorsque les RH veulent discuter, cela signifie généralement que quelqu'un est sur le point de se faire virer et que quelqu'un est généralement moi. Il s'avère que Talia a poursuivi, Brent a envoyé la notification de la réunion à tout le monde dans l'équipe sauf vous, ce qui est intéressant car votre nom était sur la liste de distribution originale, mais en quelque sorte supprimé avant la sortie de l'email. Elle a tourné son moniteur afin que je puisse voir l'horodatage par email et la liste des destinataires. Et là, c'était la preuve numérique que Brent m'avait délibérément saboté. C'était comme trouver un pistolet fumant, sauf qu'au lieu de résoudre un meurtre, nous résolvions le mystère de la raison pour laquelle je devais presque être au chômage. De plus, a dit Talia, et je pouvais dire qu'elle appréciait cette partie. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des problèmes de communication impliquant Brent et d'autres membres de l'équipe. C'est drôle comment ces difficultés techniques semblent seulement affecter les personnes qu'ils considèrent comme la concurrence. Pour faire court, Brent a été rétrogradé plus vite qu'un ballon en plomb, transféré dans une position où sa responsabilité principale était d'organiser des placards de fourniture de bureau et de contempler ses choix de vie. La justice a servi le style d'entreprise. Mais la vraie torsion de l'intrigue est venue lorsque Garvey m'a appelé dans son bureau le lundi suivant. J'ai marché en m'attendant à une autre conférence sur les projections trimestrielles ou l'importance des changements de paradigme synergique ou tout autre mot à la mode cette semaine-là. Au lieu de cela, il m'a offert la promotion à laquelle je travaillais depuis 2 ans. Vous êtes resté silencieux et professionnel pendant tout ce gâchis, a-t-il déclaré, qui à Garvey Speak était pratiquement une citation présidentielle pour la valeur. Je n'ai jeté personne sous le bus. N'a pas fait d'excuses. Juste à concentrer sur la résolution du problème. C'est du matériel de leadership. Donc, j'étais là, arborant soudainement un titre d'emploi plus sophistiqué et une bosse de salaire. Cela signifiait que je pouvais enfin me permettre à nouveau des céréales de marque de nom. Mais la meilleure partie n'était pas l'argent ou la reconnaissance. Il avait Marbel avec qui le partager. Nos week-ends sont devenus ces petites aventures parfaites pour se redécouvrir et notre ville. Nous étions des marchés de producteurs et discutions de quels vendeurs avaient les meilleures tomates, visitons des galeries d'art où nous faisions semblant de comprendre des peintures abstraites tout en inventant des interprétations ridicules, et passons le dimanche après-midi paresseux dans des abris d'animaux. En apparence, juste regarder les chats, mais vraiment s'engager dans le genre de torture émotionnelle que seule l'adoption des animaux de compagnie peut fournir. Nous pourrions en obtenir un, a-t-elle déclaré un dimanche, tenant un minuscule chaton orange qui ressemblait suspecté à un jeune Milo. Mon appartement permet aux animaux de compagnie. Essayez-vous de me tuer avec la gentillesse? Ai-je demandé en regardant le chaton tenter d'attaquer sa boucle d'oreille. Parce que ça marche. Peut-être, a-t-elle dit avec ce sourire qui a fait faire mon cœur des choses stupides. Ça marche? Tout fonctionnait. Pour la première fois depuis des années, peut-être jamais. Tous les morceaux de ma vie semblaient s'adapter comme s'ils avaient été conçus de cette façon. Le travail était bon. Ma vie personnelle était meilleure que je n'osais espérer. Et je passais mes journées avec quelqu'un qui comprenait à la fois d'où je venais et où je voulais aller. L'univers, semblait-il, avait finalement cessé de jouer des blagues pratiques sur moi et a décidé de distribuer des fins heureuses à la place.
Et j'étais prêt à accepter ce qui est venu ensuite. Vous savez comment certaines personnes disent cela quand vous le savez, vous savez juste? Eh bien, ces gens ont tout à fait raison et aussi complètement inutiles parce que la connaissance et la face de quelque chose sont deux bêtes entièrement différentes. J'avais su que je voulais épouser Mirabelle environ 6 mois dans notre relation, à peu près au moment où elle a enseigné à l'enfant de mon voisin comment caresser correctement un chat errant tout en négociant simultanément une meilleure affaire sur mon assurance automobile par téléphone. Regarder ces actes de gentillesse et de gestion pratique de la vie, c'était comme voir un super-héros découvrir leur pouvoir, sauf au lieu de voler ou de tirer des lasers de ses yeux, sa superpuissance faisait mieux qu'elle soit mieux en étant là. Mais sachant que vous voulez épouser quelqu'un et en train de travailler le courage pour lui demander est aussi similaire que de savoir nager et de sauter de la grande plongée aux Jeux Olympiques. L'anneau avait brûlé un trou dans mon tiroir à chaussettes depuis 3 mois pendant que j'essayais de comprendre le moment parfait, les mots parfaits, le tout parfait. Parce que si vous allez demander à votre meilleur ami d'enfance, transformer l'amour de votre vie pour vous épouser, vous feriez mieux de ne pas le gâcher avec un geste romantique à moitié cuit qui appartient à un mauvais film. L'occasion s'est finalement présentée un samedi après-midi croustillant début octobre lorsque les feuilles faisaient cette chose où ils tournent toutes les couleurs dans la boîte de Crayola et vous font croire que le monde n'est peut-être pas un endroit si terrible après tout. Nous étions chez maman pour notre tradition mensuelle pour le dîner, quelque chose que nous avions commencé après Marbelle et moi sortons ensemble depuis environ 1 an parce que maman l'avait à nouveau adoptée et que je me culpabiliserais dans la tombe précoce si je ne la faisais pas régulièrement. Tu sais, maman m'avait dit la semaine précédente avec ce regard entendu qu'une mère est parfaite à l'approche du 5e anniversaire de leur enfant, le jardin est particulièrement joli à cette période de l'année. Parfait pour, je ne sais pas, les conversations importantes. Subtile comme une brique à travers une fenêtre, ma mère. Mais elle n'avait pas tort. La colline derrière la maison de maman était l'endroit où j'avais passé d'innombrables heures enfant, à grimper aux arbres, à construire des forêts, plus généralement, à éviter les devoirs. C'était aussi là que Marbelle et moi avions l'habitude de nous asseoir. Parfois, pendant ces après-midi d'or quand elle venait après l'école, partageant des collations et des rêves et le genre d'amitié facile qui n'existe que lorsque vous avez 10 ans et que le monde ne vous a pas encore appris. Colline, où tu pouvais voir tout le quartier étalé ci-dessous, comme une courte pointe patchwork de rêves de banlieue et d'aspiration de la classe moyenne. C'est alors que Milo a fait sa grande entrée. Eh bien, Milo 2, techniquement, le chaton orange et blanc que nous avions finalement adopté dans le refuge après des semaines à regarder. Maman avait été des chats pendant que nous étions au travail, et apparemment il nous avait suivis à l'extérieur parce qu'il avait des problèmes d'abandon et peut-être aussi sens pour des moments dramatiques. Il y a mon bébé, a coupé Marbelle, le ramassant pendant qu'il ronronnait comme un petit bateau à moteur. Étiez-vous bon pour grand-mère Patterson? La regarder avec ce chaton, voir la façon dont tout son visage s'éclairait de joie pure sur quelque chose de si simple, je savais que je ne pouvais pas attendre une autre seconde. La boîte à bagues avait l'impression de peser environ 50 livres dans ma poche, et mon discours soigneusement répété s'est évaporé comme la brume du matin, ne me laissant que la vérité et l'espoir que ce serait suffisant. Marbelle, dis-je, et elle a dû entendre quelque chose dans ma voix parce qu'elle leva les yeux du chaton avec ces mêmes yeux expressifs qui avaient m'a remercié pour un demi-sandwich il y a 20 ans. Oui, a-t-elle dit, et je pouvais l'avoir traité mon expression, la façon dont je me tenais, le fait que mes mains tremblaient juste assez pour être perceptibles. C'est à ce moment-là que je suis tombé à un genou, car apparemment, certaines traditions sont trop profondément ancrées pour ignorer, même lorsque vous essayez d'être original. La boîte à bagues est sortie de ma poche comme si elle attendait toute son existence pendant ce moment. Et soudain, tout le reste, le quartier en dessous de nous, les sons de la circulation, même le ronronnement de Milo, s'estompa dans le bruit de fond. À l'époque, je ne vous ai donné du pain, dis-je, et ma voix était plus stable que je ne m'attendais à ce que ce soit. Un demi-sandwich quand vous aviez faim, et vous m'avez regardé comme si je vous ai donné le monde. Mais maintenant je veux tout vous donner. Vraiment, tout. Mon nom, mon avenir, mes terribles blagues et mon incapacité. Total à me rappeler où je mets mes clés. Je veux vous faire du dimanche matin et mardi soir et chaque instant. J'ai ouvert la bague, révélant le diamant que j'avais choisi après avoir visité environ 17 bijouteries et interrogé chaque choix de vie qui m'avait amené à comprendre si peu de pierres précieuses. Marbelle Vega, dis-je, allez-vous m'épouser? Pendant un moment qui a duré environ 17 ans, elle m'a juste regardé. Puis elle a commencé à rire, mais pas au genre de rire qui signifie que vous venez de faire une énorme erreur. Le genre qui bouillonne du bonheur pur et ressemble à tout ce qui est bon dans le monde distillé en son. Oui, a-t-elle dit. Et puis elle pleurait aussi, ce qui était déroutant mais aussi merveilleux.
Oui, Riley. Bien sûr, oui, un homme ridicule. La bague s'adapte parfaitement, ce qui était incroyablement bonne chance, soit une intervention divine. Et quand je me suis levé pour l'embrasser, Milo a décidé de tisser entre nos jambes comme s'il bénéficiait de l'union ou essayait peut-être de nous trébucher tous les deux. 3 mois plus tard, nous nous sommes mariés dans la cour de maman juste là sur la même colline où j'ai proposé. C'était une petite cérémonie, juste une famille et des amis proches, exactement comme nous le voulions tous les deux. Maman a crié à travers le tout, ce qui m'a fait pleurer, ce qui a fait pleurer Marbelle, ce qui a transformé notre mariage en une de ces belles catastrophes dont vous vous souvenez éternellement parce qu'ils sont parfaits dans toute leur gloire imparfaite. Même Jasmine a envoyé un message, ce que je devais admettre montrait plus de cours que je n'en ai accordé. Tu as l'air heureux. J'avais tort. Félicitations. Court, doux et étonnamment mature pour quelqu'un qui m'a trompé avec un gars du nom de Brad qui pensait probablement que la littérature était quelque chose que vous avez trouvé dans un gymnase. Nous n'avions pas besoin de grands discours ou de cérémonies élaborées. Nous nous sommes faits. Nous avions maman rayonnant du premier rang. Nous avons eu Milo tentant de détruire les arrangements floraux. Et nous avons eu le genre d'amour qui avait survécu à la séparation de l'enfance et s'est rendu plus fort pour la distance. Et cela, en ce qui me concerne, était plus que suffisant pour construire une vie. Vous savez comment ils disent que la vie boucle la boucle? Eh bien, la plupart du temps, c'est juste quelque chose que les gens mettent des affiches inspirantes à côté de photos de coucher de soleil et de citations de motivation sur la croyance en vous. Mais parfois, si vous avez vraiment de la chance, cela se produit en fait d'une manière qui vous fait croire que l'univers pourrait avoir un sens de l'humour et peut-être même un cœur. Je travaille à temps partiel maintenant au garage communautaire de Kowalski, une boutique familiale qui répare des voitures à Millbrook depuis avant ma naissance. Le vieux Pete Kowalski m'a engagé après une conversation de 5 minutes où il m'a demandé si je connaissais la différence entre un carburateur et un convertisseur catalytique. Regardez-moi diagnostiquer un problème de transmission sur une Honda Civic 1998 et j'ai décidé que je ferais très bien. Pas de vérification des antécédents, pas de politique d'entreprise, pas de revue de performance, juste un travail honnête à des salaires honnêtes pour les personnes qui ont besoin de leur voiture fixée par quelqu'un qui se soucie de bien faire les choses. Les problèmes d'équilibre n'ont jamais complètement disparu. Je marche toujours avec une légère inclinaison vers la gauche, comme si je me penchais en permanence dans un vent que je peux ressentir. Mon oreille gauche est principalement décorative à ce stade. Je peux entendre quelques sons, mais ils sont étouffés et déformés comme écouter le monde à travers une couche de coton. Mais tu sais quoi? J'ai appris à m'adapter. Votre cerveau est incroyable pour trouver de nouvelles façons de vous garder debout et d'avancer, même si une partie de votre système de navigation intérieure est devenue définitivement hors ligne. Ce qui est drôle à propos des limitations physiques, c'est qu'il vous oblige à ralentir d'une manière dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin. Je ne peux pas me précipiter comme je le faisais. Je ne peux pas prendre mon solde pour acquis. Je ne peux pas mener à côté le monde avec les 2 oreilles. Mais ralentir m'a appris à remarquer des choses qui manquaient. La façon dont la lumière matinale frappe les montagnes. La satisfaction de réparer quelque chose qui a été brisé. La valeur des conversations qui n'ont pas d'agenda caché ou de motifs ultérieurs. 3 jours par semaine, je fais du bénévolat au Community Recovery Center, encadrant des gars qui reconstruisent leur vie après un traumatisme, un divorce, une dépendance, une perte d'emploi, des urgences médicales ou tout simplement l'assasissement général que la vie offre parfois sans avertissement. C'est incroyable de voir combien de façons différentes de se désagréger. Et à quel point le processus de reconstruction ressemble à ce qui vous a renversé en premier lieu. La chose à propos de frapper le fond, je dis aux gars des séances de groupe, c'est qu'il vous donne un endroit solide à partir de laquelle construire. Vous ne pouvez pas tomber plus loin. Ainsi, la seule direction qui reste est en place. Certains me regardent comme si je leur vends une affiche de motivation que je comprends parce que j'aurais ressenti la même chose il y a 3 ans. Mais ensuite, ils remarquent la façon dont je tiens la tête légèrement inclinée. La façon dont j'utilise des meubles pour me stabiliser lorsque je me lève. Le fait que je sois vivant la preuve que vous pouvez être renversé dure tout en vous retrouvant mieux que l'endroit où vous avez commencé. Et en parlant de mieux, Marisol et moi sommes toujours en contact. Plus qu'en contact. En fait, cependant, nous prenons tous les deux les choses lentement parce que nous avons tous les deux appris à la dure que se précipiter dans les relations, c'est comme conduire trop vite sur les routes de montagne. Cela se termine généralement par quelqu'un qui se blesse et beaucoup de dommages coûteux à réparer.
Elle a déménagé à Millbrook il y a environ 6 mois lorsqu'un poste paramédical a ouvert ses portes avec le service EMS du comté. Coïncidence? Elle prétend avec ce sourire qui suggère que ce n'était que de coïncidence. Elle a loué un petit appartement au centre-ville, assez proche pour que nous puissions dîner ensemble lorsque nos horaires s'alignent. Assez loin pour que nous ayons tous les deux de l'espace pour comprendre ce que nous voulons de la vie avant de comprendre ce que nous voulons les uns des autres. Nous prenons un café tous les mercredis matins au Maggie's Dîner, qui est devenu ma partie préférée de la semaine. Non pas parce que le café est particulièrement bon, bien que Maggie fasse une tasse décente, mais parce que